municipales partielles annoncées pour le 21 juillet à Béti, Anyama et Doropo. Aujourd'hui, 19 juin, une date marquée par la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et depuis hier, rebelles Touareg et pouvoirs maliens ont signé un accord, notamment pour la tenue de la présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Municipales et régionales, les partielles annoncées pour le 21 juillet. Elles se tiendront à Bétié, Anyama, Doropo et dans la région du Thiologo. C'est en substance ce qui ressort de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Elle était présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement qui annonce le début des travaux des logements sociaux après la saison des pluies. Selon les derniers chiffres, sur 20 000 souscripteurs attendus, la SICOJ en a enregistré 56 000. Alors on écoute le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Ces élections partielles vont concerner les circonscriptions électorales de Anyama, de Bétié et de Doropo, en ce qui concerne les municipales. Et ces élections vont concerner la région du Thiologo, en ce qui concerne les élections régionales. Les élections ont lieu à la date du 21 juillet 2013. La campagne électorale est ouverte le samedi 13 juillet à 0h jusqu'au vendredi 19 juillet à minuit. Un compte-rendu relativement détaillé a été fait par le ministre donc en charge de la construction qui montre que les choses avancent bien parce que les entreprises promotrices en matière de logement qui étaient candidates pour construire ces logements ont été retenus. Donc il y a 46 promoteurs qui ont été retenus et 256 constructeurs. Et comme nous l'avons dit précédemment, ces constructions concernent Abidjan, mais concernent également l'intérieur du pays. Et donc tout est mis en œuvre pour que les premiers terrassements se fassent dès la fin de la saison des pluies et que les premières maisons témoins soient présentables avant la fin de l'année. En bref, à noter l'ouverture demain jeudi à Abidjan d'une session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Les participants auront 2 jours pour débattre des questions d'ordre institutionnel et des sujets ayant trait à l'actualité dans la sous-région. On parle santé à présent. Ce 19 juin marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette maladie génétique de l'hémoglobine se manifeste par une anémie et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine. Grâce Kando pour en savoir plus. Loukou Chris Daniel a 11 ans et déjà il connaît les douleurs de la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang. Tout comme lui, c'est 12% de la population ivoirienne qui est porteuse de la drépanocytose. Quand il pleut, on est obligé de porter, de se doubler avec beaucoup d'habits. Parce que si on ne se double pas, ça nous fait mal au corps. Avec les médicaments, quand je prends ça, ça ne me fait pas du tout mal, quoi. Ça a duré que je n'ai pas encore piqué au moins 2 ans comme ça. La vie avec la drépanocytose n'est pas facile. Un drépanocytaire, il ne peut pas normalement faire du sport. Voilà, parce que lorsque la température augmente, ça pose problème. Aujourd'hui, la médecine a fait des progrès. Il est maintenant possible de vivre avec la drépanocytose aussi longtemps que possible. Les choses ont beaucoup évolué. Avant, on disait espérance de vie 10-12 ans. Aujourd'hui, nous avons des malades qui vivent jusqu'à 60 ans. Il y en a qui ont travaillé fonctionnaire jusqu'à la retraite. Avant, on disait la femme drépanocytaire ne peut pas accoucher. Aujourd'hui, elle accouche. Pour cette journée mondiale, les ONG et associations de lutte contre la drépanocytose s'activent pour relever le défi, celui d'améliorer la qualité de vie des malades. Les ONG et associations demandent la gratuité du test de l'électrophorèse de l'hémoglobine, la réalisation obligatoire du test de l'électrophorèse de l'hémoglobine dans tous les CHR du pays. De nombreuses personnes ignorent qu'elles ont la drépanocytose. Seul l'examen de sang permet de diagnostiquer la maladie. Le ministère de la Santé envisage alors mener dans les jours à venir une vaste campagne de dépistage gratuit de la drépanocytose. Et cette visite qui pourrait apporter beaucoup à la lutte contre la drépanocytose, des investisseurs européens sont en Côte d'Ivoire. Objectif, aider les autorités sanitaires à rénover et équiper les différents centres hospitaliers et universitaires. Le compte-rendu de Juliette Ouya.
Bientôt la fin du calvaire des malades et des médecins dans les centres hospitaliers universitaires et autres hôpitaux généraux de Côte d'Ivoire en raison du manque de matériel ou des équipements vétustes. Une délégation d'investisseurs européens séjourne à Abidjan pour aider les autorités ivoiriennes à réhabiliter et équiper d'un plateau technique performant ces établissements sanitaires. Les investisseurs européens annoncent la création d'un service de radiothérapie pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Première étape, ce mardi 18 juin, la visite de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et le centre hospitalier universitaire de Trècheville. On va essayer de faire tous ensemble déjà un diagnostic précis des besoins que vous avez. Une fois qu'on aura déterminé les besoins, c'est agir le plus vite possible pour respecter les objectifs du plan de Madame la Ministre et de la Côte d'Ivoire. Un partenariat privilégié par le gouvernement ivoirien qui dédie l'année 2013 à la santé. Nous avons promis aux Ivoiriens de remettre tous ces systèmes, toutes ces infrastructures sanitaires, à leur disposition. La Côte d'Ivoire ne peut plus continuer de rester dans la débrouillardise en matière de santé. Il faut passer à la qualité, il faut passer à la performance. La délégation européenne va également visiter dans les prochains jours les centres hospitaliers universitaires de Yopougon, Cocody et l'hôpital psychiatrique de Bergéville. Une autre visite, le Tchad à l'école ivoirienne. Une délégation du ministère des Finances et du Budget de N'Djamena séjourne en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de système d'information de gestion des finances publiques. Hamza Diaby. Le Tchad à l'école ivoirienne. À l'instar d'autres pays de la sous-région, le Tchad veut s'inspirer de la technologie de la SNDI, la Société nationale de développement informatique de Côte d'Ivoire. Une mission d'études et d'échanges tchadienne en Côte d'Ivoire a donc lieu en ce moment. Objectif, doter le ministère des Finances et du Budget du Tchad d'un système d'information de gestion des finances publiques efficient et efficace. Le Tchad est en train de mettre en place une jeune structure en charge de l'informatisation. Et comme la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance, c'est pour cette raison que le ministre des Finances a voulu que cette délégation fasse le déplacement d'Abidjan. Pour la SNDI, c'est un honneur qui réjaillit sur l'institution, mais mieux sur tout le pays. La mission a bien démarré et elle est bien prometteuse et je pense que nous ferons de notre mieux en collaboration avec toutes les autres composantes du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir permettre à la délégation de tirer vraiment profit de leur séjour en Côte d'Ivoire. Assurer la mise en cohérence des systèmes d'information et de communication de toutes les administrations de l'État et établir pour l'ensemble des administrations de l'État des orientations en matière d'achat de matériel, logiciels et prestations de services. Ce sont entre autres les objectifs assignés à la SNDI. La structure entend donc montrer son savoir-faire en vue de rassurer les autorités tchadiennes de ses capacités techniques et technologiques à faire de l'administration tchadienne l'une des plus performantes d'Afrique. Le bien-être de la population du centre-ouest du pays au cœur d'un séminaire, c'est que l'initiatrice de cette rencontre, l'association Kaado, est en quête de stratégie pour le développement de la région de la Maraoué. Ami Koulibaly Kanga. Le développement de cette ville de la Maraoué au cœur d'une réflexion de l'association Kaado. Nous sommes un en langue gouro. De cette union dépend le sort économique et socio-culturel de Boisflé, Vavois, Zieunula, entre autres. Après plusieurs rencontres, nous sommes à la 4e qui va consacrer la validation de nos activités dans le cadre d'un programme que nous avons dénommé les défis de Kaado. Nous sommes un. Ces défis sont très nombreux. Défis de développement économique, socio-culturel, environnemental, défis pour la cohésion sociale au niveau des fils et des filles. Ces défis font aussi cas de l'éducation de nos enfants. L'éducation, la croître au niveau de ceux dont la spécialité est d'éduquer. L'objectif de ce séminaire, élaborer le plan d'action de Kaado pour les 2 années à venir, un plan qui va tenir compte des besoins des populations. Cette région, qui regorge beaucoup de potentialités économiques, culturelles et sociales, est en marge
du développement. C'est la raison pour laquelle les cadres se sont réunis et veulent contribuer au développement de ces régions. Au sortir de ces travaux, les propositions des participants seront inscrites dans un document en vue de réaliser au plus vite des projets en faveur des jeunes et des femmes de la région. Des nouvelles de l'étranger, la présidentielle au Mali dans moins de 40 jours, c'est ce que stipule le document paraphé hier à Ouagadougou par Bamako et les rebelles Touaregs. Une avancée majeure selon le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Il a fallu 10 jours de négociations et quelques concessions pour conclure. Ce fut rude, mais l'accord est là. À 40 jours de l'élection présidentielle, il lève le dernier obstacle à l'organisation du scrutin. L'accord conclu entre Bamako et les groupes armés Touaregs prévoit un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles acceptent de laisser rentrer l'armée et l'administration malienne dans leur fief de Kidal. Les combattants Touaregs seront cantonnés. L'accord fait la part belle à Bamako, mais dans les deux camps, on est plutôt satisfait. Le plus dur est devant nous, amener les uns et les autres à s'engager sincèrement dans la voie de la paix et de la stabilité. Nous avons respecté nos engagements depuis le premier jour où le médiateur de la CEDEAO nous a approchés pour participer à ce processus. Nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes prêts, si le Conseil de sécurité décide au fin du mois d'avoir une opération de paix qui peut accompagner cet accord. Un accord très commenté à Bamako, où l'on a suivi chaque point de crispation. Les groupes armés Touaregs n'ont pas obtenu l'abandon des poursuites judiciaires qu'ils réclamaient. Bamako a dû céder sur le désarmement des rebelles. Il ne se fera pas tout de suite, mais après l'élection, qu'importe, cet accord, c'est tout de même une victoire. Le retour de l'armée malienne à Kidal, c'est une bonne chose. Les élections, la sécurité, ça ne peut pas aller sans l'armée et sans l'administration. Donc, leur présence est obligatoire. Ce sont des Maliens. Et tant mieux qu'on se donne la main et puis qu'on continue. Vive le développement et vive le Mali donc. Le développement du Nord, on en reparlera après l'élection, car l'accord conclu hier n'est qu'une première étape. Il ouvre la voie aux discussions sérieuses qui s'engageront avec le nouveau pouvoir. Au Brésil, les manifestations de colère se poursuivent dans les rues de Sao Paulo. L'augmentation du prix du transport public et le coût exorbitant du Mondial 2014 pointés du doigt par les manifestants. Nouvelle journée de contestation au Brésil. 50 000 manifestants mardi soir à Sao Paulo. Certains d'entre eux ont tenté de forcer l'entrée de la mairie, tandis que le gros des manifestants défilait pacifiquement. À l'origine de la fronde, née à Sao Paulo, l'augmentation du prix des transports publics. Plusieurs villes ont déjà réagi en réduisant les prix. Les manifestants s'insurgent également contre les dépenses colossales engagées pour le mondial dans un an, alors que des services publics comme la santé sont sinistrés. La présidente Dilma Rousseff s'est rendue à Sao Paulo pour rencontrer son mentor politique, l'ex-président Lula. En bref, des étudiants congolais viennent de recouvrer la liberté en Inde. Ils avaient été arrêtés après une bagarre survenue samedi avec des Indiens. Avant l'annonce de leur libération, la République démocratique du Congo avait menacé de poursuivre l'Inde pour racisme. En Inde, où les pluies font des ravages, plusieurs villes sont sous les eaux. L'arrivée de la mousson avec 2 semaines d'avance sur la date habituelle a pris par surprise les autorités indiennes. Elle s'est étendue à l'ensemble du territoire. Au moins 120 personnes ont péri à la suite de glissements de terrain et des milliers d'autres sont coincés par les inondations. Les responsables locaux et l'armée tentent de secourir dans les provinces du Nord des milliers d'habitants et de touristes bloqués près des lieux saints hindous baptisés l'État des dieux. Le travail de sauvetage est en marche. L'armée, les membres du ministère des Travaux publics et des bénévoles travaillent. Les pertes sont importantes dans toutes les régions de l'Uttarakhand qui sont touchées. Les fonctionnaires s'activent, mais il faudra sûrement un certain temps pour que tout revienne à la normale. Par mesure de sécurité, les autorités ont annulé les pèlerinages dans cette zone géographique. Le niveau des eaux, des rivières et des fleuves continue de monter, bloquant les routes. De nouvelles pluies freinent également les interventions d'urgence. Pour les experts de la météo, la situation n'est pas brillante. Le pays a reçu 68% de précipitations de plus que d'habitude à ce moment de l'année. Nous avons donné l'alerte pour les prochaines 24 heures. Au cours des prochaines heures, il y aura de fortes pluies localisées dans 3 districts de l'Himachal Pradesh. Ensuite, la mousson faiblira avec beaucoup moins de précipitations.
Dans cet état, les inondations ont détruit plus de 500 habitations et dans l'état voisin de Subhash Kumar, 21 ponts se sont effondrés, isolant plusieurs villages de la province. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Bonne soirée.